Le plateau TV de Polytech va explorer les nouveaux métiers de l'environnement et surtout évoquer l'évolution des compétences avec pour l'instant 3 invités, mais on en entend un 4e. À ma gauche, Armelle Arnaud de CEF International, le Centre Expert Formation. Juste face à elle se trouve Michael Pronier d'EnviroJob, qui est en fait la plateforme emploi de Environnement Magazine, pour préciser. Et puis à côté d'Armelle se trouve Mathieu Martins, qui est du groupe Pro Eco 2, enfin Eco Puissance 2, mais on dit Eco 2, qui est un groupement d'une 50aine de PME de l'environnement et qui va donc nous parler du point de vue de l'employeur. Je vais commencer avec vous, Armelle Arnaud. Question décapante, est-ce qu'il y a du boulot dans l'environnement ? Alors, question décapante, mais excellente question. Alors, d'une part, il y a beaucoup d'emplois dans l'environnement et il y a beaucoup d'emplois dans l'environnement pour des gens qui ne sont pas issus de l'environnement. Tout au long des 4 jours, nous avons travaillé sur l'espace innovation métier et nous avons déterminé qu'en fait, les profils littéraires, les profils commerciaux, les profils techniques qui ne sont pas au départ issus de l'environnement ont vraiment toute leur place. Alors bon, c'est nouveau, il y a une évolution récente en termes de profil ou depuis quelques années ou depuis longtemps, c'est ce type de profil dont le secteur de l'environnement a besoin ? Alors, il y a vraiment une évolution depuis les 5 dernières années. On était jusqu'à présent dans une approche très en silo du travail. Aujourd'hui, on est plus dans une approche filière. Et donc, du coup, ça nécessite que chacun puisse comprendre le travail de l'autre et une approche de son expertise pour pouvoir mieux travailler ensemble et répondre aux problématiques qui sont de plus en plus globales. Michael Pronier, vous voyez-vous sur EnviroJob des centaines, des milliers d'offres d'emploi chaque année. Qu'est-ce qui vous marque en particulier en matière d'évolution des profils demandés qu'est-ce qui est notable ? Ce qui est notable, c'est qu'il y a déjà en fait 2 types de métiers de l'environnement, de l'économie verte, qui ont été un petit peu déterminés également par le travail de Pôle emploi, qu'on peut catégoriser en métiers verts et verdissants. Donc l'évolution principale, c'est que vraiment les métiers verdissants qui n'ont pas justement une finalité totale dans le monde des écoactivités, mais qui concourent justement à verdir l'ensemble des métiers, là c'est un véritable boom. On est en 2015 à 347 000 annonces Pôle emploi sur ces métiers verdissants. Donc ça peut correspondre à des entreprises, PME, ETI, voire grands groupes, d'embaucher des personnes qui vont effectivement les amener vers une démarche développement durable. Oui, alors les compétences environnement peuvent être, on va dire, 10% du temps du métier jusqu'à 60%, mais c'est pas des métiers verts comme on l'entend, mais c'est vrai que tous les métiers maintenant ont besoin on va dire, de types de compétences. La compétence, bien sûr, environnement, développement durable, la compréhension un petit peu de tout le cycle du travail de l'entreprise qui, forcément, incorpore donc des compétences environnementales. On en parlera peut-être aussi également maintenant des compétences numériques également. Et puis, il y a les métiers de la croissance verte, ceux qui sont des métiers techniques, beaucoup plus techniques, j'imagine. Oui, Là, j'y viens tout de suite. EnviroJob, du coup, s'adapte à l'évolution. On a créé la dernière rubrique d'activité, secteur d'activité, qui permet de travailler sur le moteur de recherche des entreprises. C'est vraiment les green tech, toutes les technologies de l'informatique. On a de plus en plus de types de ce poste, voilà. Et puis bien sûr également sur les métiers de la mobilité, des transports électriques, transports propres, déplacements doux. Tout ça, ce sont des thématiques qui décollent. Les métiers aussi liés au domaine des énergies renouvelables, on en trouve ? Oui, alors ça c'est déjà depuis plusieurs années, on va dire, avec des hauts et des bas en fonction un petit peu de la législation qui encadre ces métiers-là et qui font développer ou pas certaines énergies, notamment le solaire ou l'éolien. Et puis donc là il y a quand même un rebond en 2014-2015 après une petite baisse en 2013, donc ça on va dire ça redécolle. Et puis oui, les nouvelles énergies renouvelables qui sont en fin d'industrialisation et qui vont commencer vraiment à se développer, et on voit de plus en plus d'annonces, ce sont les énergies marines renouvelables. D'accord. Alors je vais me tourner vers Mathieu Martins qui représente le groupe Pro Eco 2. Je disais un groupement de 50 PME. Parlez-moi d'abord de ce groupement.
Oui, alors c'est un groupement qui est de maintenant 70 entreprises, ce qui représente 1200 collaborateurs. Et on peut diviser ces entreprises en 7 pôles. 7 pôles dans le domaine de l'environnement, où on va retrouver un pôle pour l'air, pour l'eau, pour l'industrie. On a des pôles pour le traitement des déchets, la construction, l'énergie. Donc c'est quand même assez vaste. Alors, quels sont, vous, les profils et les métiers que vos membres recherchent ? Il y a beaucoup de profils. Si on prend un exemple d'un projet qu'on a actuellement, pour Eco2, on fait donc c'est un système de captation de polluants, donc chez un industriel. Et donc dans ce cas-là, on a appelé le pôle industrie qui a défini le système de captation des polluants. Ensuite, ces fumées, ces polluants, il fallait les traiter. Donc le pôle air est intervenu en disant pour traiter d'abord ces solvants, pour qu'ils aient une meilleure dissolution, il faut les rabaisser en température. Donc le pôle énergie intervient et dit voilà, je mets ce procédé-là pour faire descendre la température. Ensuite, le pôle eau intervient car il faut dissoudre ces solvants et les laver. Et ainsi de suite en cascade. Et en fait, le regroupement ProEco2 permet ce genre d'activité et de projet. Et donc, on met à plat toutes les compétences et on discute entre ingénieurs. Des besoins qu'on peut avoir ou qu'on a sur le moment en termes d'employabilité. Intéressant aussi de prendre le point de vue de l'AFIT qui vient de nous rejoindre, l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement. Bonjour Monsieur Huillery. De votre côté, quelle est la tendance dans les métiers de l'environnement, de la croissance verte aujourd'hui? Quels sont les postes qui sont recherchés? Comment un étudiant peut s'orienter? On parlera après de l'évolution des compétences, mais pour les jeunes, il y en a quelques-uns qui sont là, je le remarque, quelles sont les pistes à suivre? Voilà, donc on est bien sur les grandes questions pour les jeunes, et d'ailleurs il n'y a pas que les jeunes qui se posent cette question, c'est les pouvoirs publics. Et l'AFIT, avec sa commission métier, a entamé une collaboration avec l'Office national de l'emploi, des métiers et de l'économie verte, pour justement connaître les métiers, les volumes de métiers et les évolutions. Et alors, on est avec des chiffres où vous avez peut-être entendu 144 000 métiers de l'économie verte, proprement dit, et 3,8 millions de métiers de l'économie verdissante. Et à côté de moi, Michael Brunier, qui a déjà travaillé beaucoup là-dessus, puisque avec EnviroJob, on fait ce rapprochement. Eh bien, c'est comment on arrive déjà à bien clarifier quels sont les différents métiers et quels sont le contenu de ces métiers. Et c'est toute cette collaboration qu'on est en train d'amener entre les pouvoirs publics et la commission métier de l'AFIT. Alors par rapport à votre question plus précisément, c'est vrai qu'on peut voir un certain nombre de tendances qui se font jour et Armel Arnaud va nous le donner aussi. On a des activités qui se développent autour de l'économie circulaire. On a des activités qui se développent avec les smart, avec l'informatique. Et on voit bien qu'au-delà du nombre, c'est qualitativement, sans parler des compétences, c'est qualitativement qu'on va devoir inviter les jeunes à regarder comment ces métiers se construisent et évoluent pour effectivement eux-mêmes s'y adapter et s'y plier. Si on prend l'exemple de l'économie circulaire, c'est une grande boucle dans laquelle il y a beaucoup de choses. Ça peut aller de l'éco-conception jusqu'au recyclage. Question un petit peu basique, comment se positionner quand on veut rentrer dans ces métiers de la croissance verte et travailler dans l'économie circulaire, donc travailler de manière collaborative, parce qu'on ne va pas travailler que dans le recyclage. Il faut quelle formation? Il faut aller vers quoi? Je pense qu'on peut y rentrer avec une diversité des formations de base. D'accord. Qu'on soit, comme on le forme, je viens de l'école des métiers de l'environnement, formation technique, ou qu'on vienne des écoles de commerce, ou qu'on vienne des sciences politiques, les IEP, on a le métier de l'économie circulaire, ça va être de développer des synergies
locale entre entreprises. Alors, Armel, Ce métier de développement, excusez-moi, non, mais rien, allez-y. ce métier de développeur, hein, il n'exige pas une base technique au départ, ni une base commerciale, ni il y aura. C'est l'agrégation de tout ça. Voilà. On fait la synergie entre les entreprises, il va falloir une synergie entre les développeurs. Mais alors, Armel, finalement, ce ne sont pas les diplômes qui sont les plus importants, non? C'est les compétences? Oui, c'est ça. Déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que ça n'existe pas, les métiers de l'environnement. Pourquoi pourquoi ça n'existe pas? Parce que il y a autant d'actions environnementales à mener qu'il y a de secteurs d'activité. Donc en fait, si vous regardez dans l'agriculture, eh bien, il y a des actions à mener dans ce secteur au niveau de l'eau, de la réduction des phytosanitaires, etc., etc. Voilà, etc. Quand vous allez dans le monde de la pharmacie, on a à peu près autant d'opportunités. Donc en fait, on voit que l'environnement s'invite partout, les enjeux du changement climatique sont importants et touchent tout le monde. Donc effectivement, on voit que c'est pas tellement un diplôme qui a de l'importance, mais plutôt des compétences. Et d'ailleurs, nous avons eu un retour de candidats tout au long de ces 4 jours qui nous ont dit, c'est pas tellement qu'on dit voilà, je sors de telle et telle école. Souvent, l'entreprise demande, vous nous apportez quoi? Vous avez quelles compétences? Voilà, c'est vraiment cette transformation qui se fait. Première information donc de cette émission, les métiers de l'environnement n'existent pas. Ce qui est pratique quand on fait une émission sur les métiers de l'environnement. Mais c'est vrai que c'est tout à fait clair. Effectivement, on n'est pas sur des métiers, encore que c'est valable pour d'autres secteurs d'activité. Mais il y a besoin effectivement d'un champ de compétences. Vous, Monsieur Prony, même justement les métiers qu'on pourrait dire vraiment de l'environnement, qui sont un peu tradis, comme ingénieur du traitement de l'eau, ou ingénieur du recyclage des déchets, etc., ont besoin de compétences eux-mêmes complémentaires. Donc peut-être qu'ils n'existent pas également parce qu'ils ne sont pas fixes. Ils continuent d'évoluer dans le temps et la transition énergétique et puis la transition numérique font que un métier vert, un métier de l'environnement à un temps T, le lendemain, il a déjà évolué. Donc il faut vraiment ces compétences-là complémentaires. Et d'ailleurs, certaines sont originales, c'est-à-dire qu'un développeur informatique qui n'est pas du tout dans le milieu de l'environnement peut y tomber très très vite. Et puis finalement, peut-être que dans 2 ou 3 ans, on demandera vraiment des développeurs informatiques de l'environnement. Et on a vu dans les innovations de Polytech 2016 que le numérique était rentré dans tous les secteurs d'activité de l'environnement. Donc effectivement, on pense que sur le numérique, il y a... Alors j'aimerais, Michael et puis Mathieu, que vous me répondiez à 2 voix sur quel type d'entreprise on peut démarcher quand on cherche du boulot, quand on est diplômé par exemple, vers quel type d'entreprise bon, il y a bien sûr EnviroJob et puis d'autres plateformes bien sûr d'offres d'emploi, mais quelle cible pour un jeune, par exemple, un jeune diplômé? Il doit aller vers plutôt des grosses PME, plutôt des start-up? Je dirais qu'il y a 2 approches en fonction de la volonté de l'étudiant, du diplômé. Je pense que une PME est une première approche. Une PME, c'est quand même assez dynamique. Ça a quand même une structure et des perspectives... Flexibles aussi. Flexibles, perspectives sur l'avenir. Une start-up, c'est très ambitieux, on apprend énormément, c'est très très formateur. Par contre, c'est un peu plus fragile, donc ça dépend du tempérament du candidat. Mais voilà, je conseillerais ces 2 types. Vous, parmi vos 70 membres, il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a du turnover, il y a beaucoup de demandes? Oui, évidemment, il y a beaucoup de demandes. Parce qu'on voit des entreprises qui passent de 10 à 30 en 2 ans. Donc c'est une formidable opportunité d'emploi pour ceux qui cherchent. Après, tout dépend du domaine d'activité. Il y a, comme on l'a dit, dans les énergies renouvelables, c'est en oscillation. Donc des fois, il y a des périodes creuses et d'autres fois, ça croît beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Michael, vous avez l'offre d'emploi, vous avez les demandeurs et puis les offreurs. Comment ça match généralement? On va dire que... autant il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi dans l'environnement. Pendant quelques années, il y a eu une tension. Et là, vraiment, les annonces repartent. Il y a à peu près depuis 2 ans, plus 3, plus 4% d'annonces. Donc, il y a toujours plus de demandeurs d'emploi dans l'environnement, en tout cas dans les métiers verts et verdissants, que d'annonces. Donc, oui,
on peut encore choisir son entreprise, mais bon, il faut déjà trouver une annonce. Et plutôt, je dirais plutôt trouver un projet également. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de trouver un projet qui réponde bien sûr à son diplôme, à ses compétences, mais également à ce qu'on veut faire dans l'environnement par rapport au reste de son CV, qui ne sont pas forcément des compétences techniques, mais plutôt humaines également. Donc c'est trouver une PME ou un grand groupe, mais en tout cas qui répond à un projet qui fait sens pour chacun. Donc travailler, comme on dit, travailler en mode projet sur un projet, c'est-à-dire venir s'inscrire dans quelque chose qui est réel et pas forcément arriver... pas les mains vides, c'est pas ce que je veux dire, mais sur quelque chose qui est plus mou et moins consistant. Monsieur Huillery, là on parlait des jeunes, il faut aussi parler de ceux qui sont en emploi dans le domaine de l'environnement et qui doivent s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mots finalement, c'est transversalité, on l'a vu tout à l'heure, et puis adaptabilité, par exemple, au numérique, si on prend cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous posez une excellente question, et d'ailleurs, c'est bien de le poser à la FIT, puisqu'on est un réseau de 1000 professionnels, et c'est bien les questions que les adhérents de la FIT posent. Eh bien, vous avez, effectivement, on peut reprendre avec le contexte des transitions. Il y a le numérique, il y a l'écologique, énergétique, qui vient à côté, et puis certains même parlent du démocratique. On voit bien vers quoi se profilent ces évolutions, dans les grandes lignes, hein. Et de fait, quand je posais la question à des anciens élèves ou à des adhérents, transition numérique, ça veut dire quoi pour toi? Et il me dit déjà qu'on arrête les mails à 10h du soir, quoi. Hein, c'est vraiment il y a quelque chose qui s'est profilé, y compris dans une sorte d'inondation par rapport à d'interprétation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bon. Et on voit bien d'ailleurs, au-delà de l'environnement, comment ces questions sont régulées. Mais c'est des questions aussi importantes que on écoute beaucoup, et ce salon-là, particulièrement, je trouve, était important dessus, avec l'utilisation de capteurs et de capteurs intelligents et de capteurs au sens où les données sont traitées, transmises et traitées, hein, de capteurs intelligents qui risquent soit d'aider à la professionnalisation pour comprendre les installations sur lesquelles, comment fonctionnent les installations sur lesquelles on est, ou au contraire, qui risquent de déposséder le professionnel. Et donc là, voilà, on est sur ces questions-là. C'est les choses qui remontent. C'est les choses qui remontent en ce moment. De même dans les modes de management. Hein, pour nous, la transition démocratique, les communes en parleraient avec la participation. Nous, on en parle avec les modes de management. On voit bien les managements, y compris avec le lean management ou autre, dans la mouvance de la qualité. Comment on intègre dans le management des équipes. C'est toutes ces questions-là sur lesquelles, d'ailleurs, les formations elles-mêmes, puisque je fais partie d'une école, se disent comment on prépare les jeunes à ça, mais sur lesquelles les professionnels expérimentés ont à réfléchir. Et l'ambition du travail de la commission métier avec la FIT, c'est justement de donner des points de repère pour aider nos adhérents à y voir plus clair dans ces cheminements. Oui, dans un secteur qui évolue très très vite quand même. Je pense peut-être plus vite que tous les autres secteurs. Beaucoup de secteurs évoluent vite, et le secteur de l'environnement n'est pas exempt, avec peut-être une particularité, je ne l'ai pas souligné là, la transition énergétique et écologique. C'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on soit clair et juste dans les impacts que peuvent avoir nos activités par rapport à l'équilibre des milieux et la santé des personnes. Et on attend peut-être plus des gens de l'environnement qu'ils soient clairs et qu'ils sachent expliquer ces questions-là aux autres. Et là, on a une partie un peu particulière. Mais le numérique, le démocratique et ainsi de suite, ça s'impose à tout le monde. Oui, effectivement, je vais essayer de résumer, mais je ne sais pas si ce sera complètement exact, mais finalement, il y avait une partie un peu idéologique et dogmatique sur l'écologie pendant très longtemps, et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être écolo pour travailler dans l'environnement. La seule chose, et c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut pouvoir expliquer pourquoi on fait ça et quel impact positif ça a, effectivement, sur la lutte contre le dérèglement climatique ou la biodiversité ou les écosystèmes.
Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il faut faire justement très attention à ce que le verdissement des emplois, des métiers existants, ne se fasse pas justement à l'encontre d'une catégorie de travailleurs qui sont en place. Je prends l'exemple, c'est pour ça que la formation est importante, l'exemple de la RATP à Paris qui va changer l'ensemble de ses bus en électrique, enfin à 80% et puis le reste en biogaz. Donc ils sont face à une population d'agents de maintenance qui ont toujours travaillé sur des moteurs thermiques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On recrute des agents de maintenance spécialisés en environnement, ou on forme ces agents de maintenance et voilà. Donc il faut faire attention à ce que le boom et l'intérêt des métiers verts ne cassent pas déjà de l'emploi qui est en place, parce que sinon du coup le bénéfice sera nul. Et c'est pour ça que la RATP elle a lancé un plan de formation, et là maintenant un tiers des agents sont formés avec des modules de formation sur ces moteurs typiques qui nécessitent des compétences. On manie pas un moteur électrique comme ça, c'est 700 volts, le biogaz, etc. C'est GNV, tout ça, c'est oui. Oui, voilà. Donc c'est faire attention déjà aux emplois existants, les verdir et justement donner des nouvelles compétences, des nouvelles accréditations aux gens qui sont en place. Mathieu Martins, vous vouliez rajouter un mot? Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on demande aux ingénieurs d'être larges en termes de compétences, de pouvoir changer aussi de compétences et discuter avec d'autres personnes. Cet exemple est peut-être extrême, mais par exemple, dans le domaine de l'énergie et de la communication, on travaille beaucoup maintenant avec des informaticiens, des régulateurs, et chacun a son langage, et maintenant il faut trouver un moyen de communiquer et de pouvoir échanger efficacement. Armelle. Oui, je pense qu'il faut effectivement faire attention. Une solution qui est calée sans avoir une réflexion humaine, il faut que les solutions soient inclusives de l'ensemble des populations. Et l'exemple de la RATP en est un, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, la formation professionnelle peut être vraiment un moyen de transition. Et on est dans une période de transition importante. On a parlé de la transition environnementale, la transition numérique, la transition humaine doit être prise en compte de façon importante, et l'accompagnement au changement est capital, parce que sans cet accompagnement au changement, les solutions ne pourront pas être mises en place. Oui, et puis il faut aussi apprendre à apprendre. Ça, c'est important. Bon, alors, ce n'est pas une problématique uniquement franco-française, ce dont on parle depuis le début. Vous, Armelle, vous voyagez beaucoup, notamment au Maroc. Vous étiez à la COP22 et puis vous êtes retourné après, donc très occupé ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui se passe en termes de problématiques d'emploi dans les autres pays, que ce soit en Europe ou sur d'autres continents ? Alors, d'abord, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la problématique française n'est pas unique au monde. On peut se rendre compte que cette évolution des compétences et cette approche des compétences est identique, quelles que soient les parties du monde. Donc ça, c'est déjà très intéressant de savoir qu'on n'est pas tout seul et que les réflexions qui sont menées sont identiques partout. Alors ça, c'est première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans un certain nombre de pays, ils n'ont pas cette problématique de tout un passé que nous avons, et ils passent du feu de bois au numérique. Puisque au fin fond de toutes les contrées du monde aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Alors du coup, avec un smartphone, on peut quasi faire tout, se connecter, se mettre en réseau, apprendre très rapidement un certain nombre de choses et pouvoir se mettre en action. Mais les problématiques sont les mêmes. Comment, devant une situation, on y fait face, et comment on peut démultiplier les compétences pour pouvoir répondre aux enjeux de son pays, de son local, de son village. Pour revenir en France et sur EnviroJob, la stratégie de la plateforme, est-ce qu'elle évolue elle aussi? Vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est adapté, on a de nouvelles offres. Oui, notre principale difficulté justement, c'est de suivre ces évolutions. Alors, sans être trop technique, en fait, la difficulté en France, c'est qu'il y a plusieurs référentiels métiers. Il y a celui de Pôle emploi, il y a celui de l'APEC, qui sont tous les deux partenaires et avec qui on travaille pour justement repérer les métiers verts bien inscrits dans le paysage de l'économie verte, et puis ceux qui tendent à apparaître. Donc on travaille sur
les codromes, donc des libellés métiers. On remarque ceux qui n'y sont pas encore. On regarde à l'intérieur et puis on fait matcher, alors là, grâce au numérique et grâce à des algorithmes, les différents référentiels métiers qui existent. Et puis Pôle emploi également travaille avec les branches professionnelles parce que c'est quand même les branches professionnelles qui savent mieux décrire les métiers émergents et décrire le contenu. Voilà. L'objectif, en fait, c'est vraiment que on arrive un petit peu à avoir pas une liste officielle, mais en tout cas qu'on puisse parler le même langage des mêmes types de métiers pour que comme ça on puisse les quantifier. Et si on peut les quantifier, on va quantifier également les besoins en formation continue, les formations diplômantes également. Mais si on suit vraiment l'évolution comme ça, en parlant des mêmes choses, en fait, des mêmes libellés métiers, alors oui, on pourra mieux avoir une prédiction sur le marché de l'emploi. Eh bien, merci à toi. Oui, Armelle, un mot encore. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, on sait que 50% des métiers connus d'aujourd'hui n'existeront plus. Et donc, c'est vrai. 50 autres pourcents viendront les remplacer. Absolument. Et que donc, il ne faut pas se focaliser sur tel ou tel. Voilà, merci beaucoup. Se focaliser sur un métier particulier. Il faut essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, apprendre de partout, réaliser des expériences. On a vu ProEco2 nous en a donné un exemple. Et c'est vrai que c'est en marchant que les opportunités viendront. Effectivement, on apprendra et on répondra aux besoins de demain. Merci à tous les quatre pour ces quelques conseils pour toutes celles et ceux qui veulent embrasser la carrière donc, on va dire, de technicien, d'ingénieur dans l'environnement. Alors, on ne sait pas si c'est l'environnement, parce que les métiers en tant que tels, Armelle le disait, n'existent pas, mais en tout cas, accompagner cette croissance verte, trouver du travail, évoluer et s'épanouir professionnellement, bien évidemment. Merci à vous, à très bientôt sur le plateau TV de Polytech.